Voici le module sur le devoir de dénoncer des actes répréhensibles. Une fois que vous aurez terminé ce module, vous comprendrez clairement en quoi consiste le devoir de dénoncer des actes répréhensibles et son importance, les mécanismes de la dénonciation, ainsi que le moment et la manière de prendre les mesures qui s'imposent. Nous examinerons également les conséquences potentielles de la dénonciation et de l'absence de dénonciation. Engineers Nova Scotia, Engineers Prince Edward Island, Professional Engineers and Geoscientists Newfoundland and Labrador et l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick approuvent officiellement ce module. Obligation de dénoncer des actes répréhensibles. Une obligation ou une attente légale, professionnelle ou éthique de dénoncer la conduite, les activités, le comportement ou la pratique professionnelle d'une autre personne ou d'un groupe de personnes dans le but de protéger le public et l'environnement et de prévenir les dommages qui pourraient leur être causés. Ce devoir est une responsabilité fondamentale de tous les ingénieurs et géoscientifiques inscrits au Canada dans le cadre de leur permis d'exercice. Une conduite ou un comportement peut justifier une dénonciation s'il est contraire à l'éthique ou encore s'il est illégal ou s'il présente un risque pour le public. Que ce soit sur le lieu de travail ou à l'extérieur de ce dernier, les professionnels peuvent remarquer des actes d'autres membres inscrits qui pourraient potentiellement nuire au public. Ces incidents peuvent passer inaperçus aux yeux des organismes de réglementation s'ils ne sont pas dénoncés, d'où l'importance de ces dénonciations. Au Canada atlantique, les organismes de réglementation du génie et des géosciences sont tenus par la loi de protéger le public. Ils doivent, entre autres, veiller à la protection de la vie, de la santé, des biens et de l'environnement tout en assurant la confiance dans les capacités techniques et éthiques de leurs membres. Le maintien de cette confiance est essentiel et la présentation de dénonciations à l'organisme de réglementation joue un rôle important à cet égard. Les organismes de réglementation disposent de l'autorité ou des politiques nécessaires pour exiger ces dénonciations dans les buts suivants. Protéger le public, veiller à ce que les membres inscrits respectent les normes éthiques, maintenir l'intégrité de la profession. Bien que le public puisse dénoncer un acte répréhensible, il n'est généralement pas tenu de le faire. Toutefois, les employeurs, qu'ils soient inscrits ou non, peuvent avoir l'obligation légale de dénoncer les fautes professionnelles commises par leurs employés. Ils peuvent également être tenus de dénoncer des mesures telles que des licenciements ou des suspensions si ceux-ci sont attribuables à un comportement dangereux ou contraire à l'éthique. Chaque organisme de réglementation du Canada atlantique a adopté son propre code de déontologie, qui est similaire au code de déontologie d'Ingénieurs Canada, qui a été élaboré avec les organismes de réglementation de tout le pays. Les dénonciations en organismes de réglementation font partie des responsabilités éthiques décrites dans le code de déontologie de chaque organisme de réglementation. Un code de déontologie sert de cadre pour assurer une prise de décision responsable et éthique. Plutôt que d'être des règles strictes, ces principes sont destinés à guider les décisions et les actions quotidiennes. Le devoir de dénoncer des actes répréhensibles peut être obligatoire ou facultatif, collectivement dénonciation à l'organisme de réglementation. Tous les organismes de réglementation du Canada atlantique ont l'obligation de dénoncer des actes répréhensibles. Une dénonciation obligatoire signifie qu'une personne est tenue par la loi de faire une dénonciation. Cette obligation légale dicte souvent les circonstances dans lesquelles une dénonciation doit être faite,
le délai dans lequel une dénonciation doit être faite et la nature de la dénonciation. La plupart des organismes de réglementation canadiens imposent le devoir de dénoncer des actes répréhensibles. L'objectif de la dénonciation à l'organisme de réglementation consiste à aider les autorités à déterminer et à traiter les comportements risqués ou problématiques afin de protéger le public. Le génie et les géosciences sont des professions autoréglementées et notre mission vise avant tout à protéger le public. Cependant, les organismes de réglementation ne peuvent pas traiter des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Il est donc essentiel de reconnaître et de dénoncer les pratiques contraires à l'éthique, illégales, dangereuses ou non autorisées à votre organisme de réglementation ou à un ministère ou à une autorité compétente, c'est-à-dire aux autorités chargées de l'application de la loi. Ce faisant, vous protégez le public, l'environnement et la réputation de tous les ingénieurs et géoscientifiques. Les membres inscrits sont donc tenus par la loi de dénoncer un autre membre inscrit s'il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier exerce le génie ou les géosciences d'une manière susceptible de nuire gravement à la santé publique, à la sécurité ou à l'environnement. Voici deux exemples de situations qui doivent être dénoncées à l'organisme de réglementation. Une ingénieure de structure découvre qu'un collègue a approuvé des plans de construction sans avoir effectué les calculs de charges appropriés, ce qui risque de mettre en danger la sécurité publique. Un géoscientifique apprend qu'un collègue inscrit a falsifié des données sur l'impact environnemental d'un projet minier, ce qui pourrait entraîner de graves dommages écologiques. Dans certaines situations, les employeurs sont tenus par la loi de dénoncer des mesures comme le licenciement, la suspension ou un congé imposé à la suite d'une conduite contraire à l'éthique ou dangereuse d'un professionnel. Par exemple, une entreprise suspend un ingénieur pour avoir ignoré à plusieurs reprises les protocoles de sécurité dans la conception d'une usine chimique. Une entreprise licencie une géoscientifique pour avoir manipulé les résultats d'analyse de sol afin de favoriser les plans de développement d'un client. De même, les professionnels peuvent être incités à s'auto-signaler s'ils font l'objet de poursuites pénales, civiles ou réglementaires. Par exemple, quand une ingénieure est accusée de conduite en état d'ébriété et qu'elle doit le signaler à l'organisme de réglementation. Quand un géoscientifique fait faillite et qu'il est tenu d'informer l'organisme de réglementation en raison de conflits d'intérêts financiers potentiels. On attend également des professionnels inscrits qu'ils fassent part de leurs préoccupations au sujet de collègues qui se livrent à des pratiques dangereuses ou contraires à l'éthique. Étant donné que les lois varient d'une région à l'autre et peuvent changer, il est important de comprendre ces principes généraux et de se tenir au courant des règles de l'organisme de réglementation dont vous dépendez. Le code de déontologie des organismes de réglementation exige des professionnels qui dénoncent toute conduite contraire à l'éthique, illégale ou dangereuse à l'organisme de réglementation, à l'administration ou aux autorités compétentes. Entre autres, les membres inscrits ont généralement les obligations éthiques suivantes. Accorder la priorité à la santé, à la sécurité et au mieux-être du public et tenir compte de l'environnement. Se conduire avec intégrité, honnêteté, équité et objectivité dans leurs activités professionnelles. Préserver et renforcer l'honneur, la dignité et la réputation de leur profession d'ingénieur ou de géoscientifique et donc la capacité de cette dernière à servir l'intérêt public.
En plus d'avoir les obligations déontologiques, certains territoires, provinces et pays ont des lois qui obligent les professionnels à dénoncer certaines situations aux organismes de réglementation, dont des poursuites pénales ou civiles. Même dans les domaines où il n'existe pas d'obligation légale particulière de divulguer ces poursuites, les organismes de réglementation peuvent tout de même attendre des professionnels qui dénoncent ces questions lors de la demande de permis d'exercice ou lors des renouvellements annuels. Les organismes de réglementation ont la responsabilité légale de protéger l'intérêt public et la communication de renseignements à un organisme de réglementation fait partie de l'accomplissement de ce devoir. Il s'agit notamment de veiller à ce que les membres inscrits exercent le génie et les géosciences de manière sûre, éthique et professionnelle, tout en évitant les risques pour la sécurité publique, la santé, l'environnement, les biens, les intérêts économiques et le mieux-être général. Il est important de noter que le risque doit découler du fait que le membre inscrit ne respecte pas les normes d'exercice du génie ou des géosciences et non des risques inhérents à certains domaines. Par exemple, l'exploitation minière comporte des risques contrôlés pour l'environnement. Si un ingénieur minier respecte les normes de pratique et maintient le risque dans les limites acceptables, aucune mesure réglementaire n'est nécessaire. Mais si l'ingénieur ne respecte pas ces normes et que le risque dépasse les niveaux acceptables, il se peut que l'organisme de réglementation ait à agir. La gestion des risques est un élément clé de ces professions, et il est entendu que les projets comportent souvent un certain niveau de risque. Toutefois, ce risque doit être maintenu dans des limites acceptables, conformément aux normes d'exercice. L'analyse des risques permet d'effectuer une évaluation des risques qui, à son tour, permet la gestion des risques. Les ingénieurs et géoscientifiques analysent les risques aux fins de probabilité et de conséquences afin de pouvoir évaluer les risques sur le plan d'acceptabilité par rapport au seuil d'acceptation de la société et de l'industrie et de pouvoir enfin les gérer. Dans la phase d'évaluation du processus de gestion des risques, les ingénieurs et géoscientifiques utilisent des normes et des lignes directrices en matière de gestion des risques. Les étapes sont les suivantes. 1. Examen prévu. Collecte de données. 2. Détermination des dangers à l'aide de techniques d'évaluation qualitative et quantitative des risques. 3. Analyse et évaluation du risque en mesurant la probabilité, les conséquences et la gravité du risque. 4. Le risque est-il acceptable? Ce point est déterminé à l'aide d'une matrice. 5. Gérer le risque résiduel à l'aide de systèmes de gestion de la sécurité. 6. Le risque peut-il être réduit? 7. Réduire le risque. 8. S'il n'est pas possible de réduire les risques, il faut cesser l'activité, quelles que soient les conséquences personnelles ou professionnelles. Le Guide public sur la gestion du risque d'Ingénieurs Canada offre des conseils utiles sur la manière de reconnaître les risques et de les maintenir à des niveaux acceptables. Si un membre inscrit ne respecte pas ces normes et que le risque dépasse le niveau acceptable, il se peut que les organismes de réglementation aient à intervenir pour protéger le public. Les organismes de réglementation sont principalement occupés par les crimes impliquant une turpitude morale, à savoir des actes qui vont à l'encontre des normes communautaires de justice, d'honnêteté ou de bonne moralité. Si un membre inscrit est accusé ou reconnu coupable de tel crime, ce fait soulève des inquiétudes quant à sa bonne moralité, une exigence pour tous les membres inscrits. La bonne moralité comprend les qualités telles que l'intégrité, l'honnêteté et la fiabilité, qui sont essentielles à l'exercice de la profession.
Le public a pour conviction que les ingénieurs et géoscientifiques possèdent les compétences techniques et éthiques nécessaires pour servir la société et qu'ils ont la volonté de faire passer l'intérêt public en premier. Comme le public peut manquer des connaissances spécialisées en génie ou en géosciences, ils ont généralement une opinion des ingénieurs et géoscientifiques fondée sur l'interprétation de la moralité et de la qualité des pratiques du génie et des géosciences de ces professionnels. Par conséquent, les ingénieurs et géoscientifiques doivent faire preuve de bonne moralité, en plus d'adhérer au code de déontologie de leur organisme de réglementation provincial ou territorial, afin de maintenir la confiance et, par conséquent, le droit à l'autoréglementation. La démonstration d'une bonne moralité comprend, entre autres, la conduite dans le cadre d'une capacité professionnelle et peut également inclure la conduite personnelle. Dans le cadre de leur profession, les ingénieurs et géoscientifiques comprennent que la confiance du public est soigneusement conférée et doit être protégée. La confiance est fragile et se perd facilement. Dans l'intérêt du public, les organismes de réglementation cherchent donc à assurer ce qui suit. Que toutes les personnes candidates sont de bonne moralité avant de les admettre, que tous les membres inscrits conservent leur bonne moralité et préservent la réputation des professions. Ingénieur Canada énumère 5 catégories principales de la bonne moralité. La loyauté, être loyal et ne pas mentir, tricher et voler. Le respect, traiter les autres avec courtoisie et dignité. La responsabilité, comprendre les conséquences de ses propres actes et ne pas rejeter le blâme sur les autres. L'équité, traiter les autres de manière équitable et faire preuve d'empathie. L'intégrité, faire des choix éthiques et avoir le courage de faire ce qui est juste. Afin d'évaluer la personnalité des personnes candidates, les organismes de réglementation ont recours à des outils comme les suivants. Des références sur la moralité, des questions portant sur la moralité dans le formulaire de demande, l'imposition de l'examen sur l'exercice de la profession, qui renferme des points sur l'éthique et le code de déontologie, une vérification des antécédents criminels. L'évaluation de la moralité peut être subjective, de sorte qu'il est important d'étudier l'information en provenance de plusieurs sources pour faire une évaluation. La découverte d'un point négatif dans un domaine ne signifie pas que la personne candidate se verra refuser le permis d'exercice, mais simplement qu'une évaluation plus approfondie s'impose. Voici quelques exemples de professionnels qui ne font pas preuve d'une bonne moralité. Un ingénieur utilise systématiquement un langage offensant dans ses communications professionnelles avec ses clients et ses collègues. Une géoscientifique manque régulièrement les échéances d'un projet et ne communique pas avec les membres de l'équipe, ce qui nuit à la réputation de l'entreprise. Les crimes de turpitude morale comprennent la fraude, l'incendie volontaire, le vol, l'agression, l'enlèvement et la complicité d'actes criminels. Une liste plus détaillée se trouve dans le document d'Ingénieurs Canada intitulé Guide sur la bonne moralité. Dans certains cas, une condamnation criminelle peut être considérée comme une faute professionnelle. Les membres inscrits sont tenus de s'auto-signaler comme personnes déclarées coupables ou encore encouragées à le faire. Ils sont également tenus de dénoncer d'autres personnes déclarées coupables ou encouragées à le faire. Les règles de dénonciation diffèrent selon les provinces, territoires ou pays et peuvent s'appliquer soit au début de la procédure, soit après une condamnation. Une affaire civile est une affaire privée dans le cadre de laquelle une personne poursuit une autre. On parle également de procès ou de poursuite. Dans une affaire pénale, la couronne poursuit un accusé en vertu d'une loi de droit public, comme le code criminel ou la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les poursuites civiles, comme des cas de faute professionnelle,
peuvent soulever des doutes quant à la compétence, la sécurité et l'éthique de l'exercice du membre inscrit. En outre, à l'instar des affaires pénales, les procédures civiles peuvent également soulever des doutes quant à la bonne moralité d'un membre inscrit, même si elles ne sont pas directement liées à l'exercice de ce membre. Par exemple, le procès portant sur des violations des droits de la personne, par exemple la discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion, peuvent remettre en question la moralité d'un membre inscrit. Pour avoir d'autres détails sur la discrimination et les motifs protégés, voir le Guide sur la bonne moralité d'Ingénieurs Canada. Exemple d'affaires civiles susceptibles d'avoir une incidence sur la conduite professionnelle. Un propriétaire poursuit un ingénieur pour négligence dans la conception d'un mur de soutènement qui s'est effondré lors des fortes pluies. Une société minière intente un procès à une géoscientifique pour avoir fourni des estimations inexactes des ressources minérales, ce qui a entraîné d'importantes pertes financières. Contrairement aux affaires pénales, les membres inscrits ne sont généralement pas tenus de signaler les procédures civiles lorsqu'elles débutent. Le signalement n'est généralement exigé ou encouragé qu'après la conclusion de la procédure et l'établissement des conclusions. Si des conclusions sont tirées, l'organisme de réglementation peut prendre des mesures. Toutefois, les preuves issues d'affaires civiles sont généralement protégées par la règle de l'engagement implicite, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être utilisées en dehors de l'affaire sans l'approbation du tribunal. Par conséquent, les preuves issues d'une affaire civile ne peuvent être soumises à un organisme de réglementation sans l'autorisation du tribunal. Les membres inscrits peuvent travailler dans plusieurs provinces et territoires canadiens et même dans d'autres pays tels que les États-Unis. Si un organisme de réglementation d'une province, d'un territoire ou d'un pays enquête ou constate une faute professionnelle ou remet en question l'aptitude d'exercer d'un membre inscrit, cette préoccupation concerne les organismes de réglementation d'autres provinces, territoires et pays où le membre inscrit travaille également. Les enquêtes ou les conclusions d'autres organismes de réglementation peuvent soulever des questions sur la compétence, la sécurité, l'éthique ou la moralité d'un membre inscrit. Par exemple, une enquête menée par un commissaire à la protection de la vie privée concernant une atteinte aux renseignements relatifs à un client. Une enquête menée par un organisme de réglementation environnementale sur les dommages causés par un projet auquel le membre inscrit a participé. Une enquête menée par une municipalité concernant des infractions au code du bâtiment liées à un projet dont le membre inscrit est responsable. Les exigences en matière de dénonciation pour de telles enquêtes varient en fonction de la province, du territoire ou du pays. Il se peut que les membres inscrits aient à faire une dénonciation lors de l'ouverture d'une enquête ou à la fin de la procédure, lorsque les conclusions sont établies. L'existence d'une enquête ne doit donc jamais être considérée comme la preuve officielle d'une faute professionnelle. Lorsque les organismes de réglementation exigent la dénonciation au stade de l'enquête, une pratique exemplaire consisterait à veiller à ce qu'il y ait également un suivi du résultat de l'enquête. Compétences. La compétence signifie avoir les connaissances, les aptitudes et le jugement nécessaires pour fournir les services de génie ou de géosciences dont on est responsable. Les membres inscrits ne doivent accepter de travailler que dans les domaines où ils ont la formation et l'expérience nécessaires. Voici quelques exemples d'incompétences dans le domaine du génie ou des géosciences. Ne pas superviser de manière adéquate les travaux, accepter des tâches qui dépassent la formation, l'expertise ou le champ d'activité du membre inscrit, ne pas se conformer aux exigences relatives à l'utilisation du solde professionnel,
ne pas faire preuve de diligence raisonnable, ce qui témoigne d'un manque de compétences. Voici quelques exemples plus précis que le membre inscrit pourrait rencontrer. Une ingénieure électricienne sans expérience dans les systèmes aérospatiaux accepte un contrat pour concevoir l'avionique d'un nouvel aéronef. Un géoscientifique formé à la géologie pétrolière fournit un témoignage d'expert sur la contamination des eaux souterraines sans disposer d'une expertise hydrogéologique appropriée. Conduite contraire à l'éthique ou à la profession. Chaque organisme de réglementation a établi un code de déontologie qui énonce les attentes en matière de conduite éthique. Le respect de ces pratiques est essentiel pour maintenir la confiance du public dans l'intégrité des ingénieurs et géoscientifiques. Voici quelques exemples d'une conduite contraire à l'éthique ou à la profession. Fournir des services de génie ou de géosciences en ayant un conflit d'intérêts non divulgué. Adopter un comportement inapproprié tel que le harcèlement sexuel, la discrimination ou l'intimidation. Accepter ou offrir des paiements occultes ou tout autre avantage lors de l'exécution d'un mandat d'ingénierie ou en vue de l'obtenir. Facturer de manière frauduleuse ou soumettre un compte faux ou trompeur pour les services de génie ou de géosciences. Quelques exemples plus précis. Un ingénieur accepte des cadeaux coûteux de la part d'un entrepreneur qui fait une soumission pour un projet d'infrastructure publique qu'il supervise. Une géoscientifique modifie les données relatives à l'impact environnemental pour favoriser les plans de développement d'un client tout en sachant que cela pourrait nuire à un écosystème protégé. Au Canada, l'aptitude à l'exercice signifie avoir la santé physique et mentale nécessaire pour fournir au public des services sûrs, compétents et conformes à l'éthique. Un membre inscrit est considéré comme inapte à exercer s'il souffre d'une affection médicale, d'un trouble physique ou d'une maladie mentale, si son état de santé le rend incapable de s'acquitter entièrement de ses tâches professionnelles, ou s'il y a des effets sur sa capacité à travailler en toute sécurité et avec compétence, justifiant des conditions ou des limites à son permis de membre inscrit. Un membre inscrit n'est pas automatiquement considéré comme inapte simplement en raison d'une maladie. S'il comprend les effets de sa maladie et gère cette dernière de manière appropriée pour exercer de façon compétente et sûre, il est généralement considéré comme apte. Les questions des capacités deviennent problématiques quand le membre inscrit ne saisit pas ou refuse d'accepter que son état de santé a des effets sur sa capacité à exercer. Dans ce cas, il peut se révéler nécessaire de faire une dénonciation réglementaire pour atténuer le risque pour le public. Voici quelques exemples de conditions susceptibles de donner lieu à une constatation d'incapacité. Abus de substances ou dépendance. Problèmes cognitifs et problèmes de santé mentale. Problèmes de santé physique. Voici quelques exemples concrets. Un ingénieur développe une maladie liée à la toxicomanie, qui influence sa capacité à appliquer les principes du génie, mais il n'est pas disposé à se faire soigner. Une géoscientifique est atteinte de démence et ne peut plus rédiger de rapports cohérents, mais elle n'en reconnaît pas la cause. Lorsque les autres se plaignent, elle suggère que les fichiers ont dû être corrompus, puisqu'ils étaient corrects quand elle les avait rédigés.
Le fait d'encourager les membres inscrits à dénoncer les problèmes d'aptitude physique peut être complexe et soulever un certain nombre de questions juridiques et éthiques. Dans les provinces, les territoires et les pays où la dénonciation est obligatoire ou encouragée, il existe généralement des exigences et des mesures de soutien législatives ou des orientations importantes à cet égard. Dans certaines provinces, certains territoires et certains pays, les membres inscrits doivent se signaler à leur organisme de réglementation s'ils font l'objet d'enquêtes ou de procédures pénales, civiles ou réglementaires ailleurs. Les organismes de réglementation peuvent également exiger l'autosignalement par l'entremise d'une politique, ce qui peut se produire peu après un événement, ou lors de l'inscription, ou encore du renouvellement annuel en fonction de la situation. Les membres inscrits doivent faire part de leurs préoccupations concernant d'autres membres inscrits s'il existe un risque important pour le public, y compris des risques tangibles, par exemple la sécurité et la santé, et intangibles, par exemple l'intégrité de la profession. L'exigence en matière de dénonciation obligatoire est fondée sur une norme de décision raisonnable, ce qui signifie que le dénonciateur n'a pas besoin d'être certain qu'il existe un risque pour l'intérêt public pour que la dénonciation réglementaire soit justifiée. Exemple. Un ingénieur découvre qu'un collègue a utilisé un code de bâtiment obsolète, ce qui risque de compromettre l'intégrité structurelle. De nombreux codes de déontologie exigent la dénonciation non seulement des fautes commises par les membres inscrits, mais aussi de tout acte susceptible de mettre le public en danger, même si la personne impliquée n'est pas un professionnel inscrit. L'autorité compétente à laquelle adresser la dénonciation dépend de la situation. Les risques environnementaux doivent être signalés aux organismes environnementaux, tandis que les fraudes doivent être signalées aux autorités chargées de l'application de la loi. Les membres inscrits doivent demander conseil sur la manière et le moment de dénoncer les non-inscrits. Exemple de dénonciation de non-inscrits. Ignorer une recommandation professionnelle d'une manière qui pose un risque à la sécurité publique. Personne sans permis qui exerce le génie ou les géosciences. L'exercice sans permis est illégal et peut présenter de graves risques pour le public. Par exemple, un géoscientifique apprend qu'une personne sans permis propose des services de géologie professionnelle à des sociétés minières locales. Il faut dénoncer toute conduite contraire à l'éthique ou qui présente un risque pour le public de la part d'autres professionnels titulaires d'un permis, architectes, avocats, etc., avec lesquels que vous pouviez être en contact. La dénonciation est adressée à l'organisme de réglementation de la professionnelle en question. Les membres inscrits doivent évaluer si la conduite présente un risque pour le public et suivre les étapes suivantes. Prévenir l'employeur ou le client. Si le problème n'est pas réglé, il faut s'adresser à l'organisme de réglementation, au ministère pertinent ou à l'autorité appropriée. Évitez les accords juridiques qui pourraient compromettre votre devoir de dénoncer les actes répréhensibles. Seuil de dénonciation. Une dénonciation doit être faite lorsqu'il existe une conviction raisonnable que la sécurité publique peut être menacée, même si la certitude n'est pas acquise. Personne ayant des doutes sur la compétence ou le professionnalisme d'un ingénieur ou d'un géoscientifique titulaire d'un permis ou d'une société titulaire d'un permis d'exercice ou d'un certificat d'autorisation doit d'abord en parler à l'organisme de réglementation dont le professionnel fait partie. L'organisme de réglementation peut fournir de plus amples renseignements sur la procédure d'allégation ou de plainte et déterminer si la question relève de son autorité réglementaire. Prochaines étapes. Communication directe. Il peut être judicieux de discuter des problèmes directement avec le membre inscrit
ou la personne dont la conduite est en cause. Cette approche permet parfois de résoudre des malentendus et d'éviter des dénonciations inutiles. Employeur ou client. Certains organismes de réglementation exigent ou attendent également des membres inscrits qu'ils fassent de leurs préoccupations à leur employeur ou à leurs clients directement, avant de le faire auprès de l'organisme de réglementation approprié. C'est ce qu'on appelle le devoir d'informer. Selon les recommandations d'Ingénieurs Canada, si un employeur ou un client a l'intention de rejeter une décision qui risque de compromettre la sécurité du public, le membre inscrit doit expliquer les risques et son devoir de protéger le public. S'il ne réussit pas à persuader l'employeur ou le client, il doit adresser une dénonciation à l'organisme de réglementation. Quand ne pas notifier directement? Malentendu. S'il est possible que le problème repose sur un malentendu, le fait de parler directement avec la partie concernée peut clarifier la situation et éviter des dénonciations inutiles. Représailles ou problèmes de sécurité. En cas de risque de représailles ou de problèmes de sécurité, il peut être plus sûr d'adresser directement une dénonciation à l'organisme de réglementation sans communication directe. Obligation juridique contradictoire. Si le membre inscrit est lié par des accords de confidentialité ou s'il a pris connaissance du problème dans le cadre d'une procédure judiciaire, cela peut compliquer le processus de dénonciation. Dans ce cas, il est essentiel de demander un avis juridique pour comprendre les répercussions de ces obligations sur le processus de dénonciation. Il est important de noter que toutes les dénonciations sont considérées comme confidentielles. L'organisme de réglementation ne rendra pas public les renseignements relatifs à la conduite du membre inscrit, à moins que le comité de discipline n'ordonne la publication de ses conclusions à l'issue d'une audience officielle. Les membres inscrits à titre individuel sont généralement chargés d'adresser une dénonciation à l'organisme de réglementation. Le grand public peut adresser une dénonciation réglementaire, mais il n'y a pas tenu par loi, à l'exception des employeurs ou des entités connexes qui peuvent avoir des obligations particulières en matière de dénonciation. Les dénonciations peuvent être adressées 1. Aux organismes de réglementation. A. Pour les membres inscrits, si vous pensez que notre membre inscrit agit de manière incompétente ou contraire à l'éthique, dénoncez sa conduite à son organisme de réglementation. La procédure peut être différente d'une plainte et il se peut que vous ne soyez pas associé à la procédure de plainte ou que vous ne soyez pas informé de l'enquête. B. Les organismes de réglementation doivent fournir des instructions claires sur l'endroit et la manière d'effectuer les dénonciations. S'il n'existe pas de procédure distincte, les dénonciations seront traitées dans le cadre de la procédure de plainte. 2. Aux autres autorités, comme les ministères ou les organismes gouvernementaux. A. Dénonciation simultanée. Si le problème concerne des risques environnementaux ou des fraudes, envisagez de le dénoncer une situation à d'autres autorités, comme le ministère de l'Environnement ou les autorités locales chargées de l'application de la loi. 3. Au sujet des non-inscrits. A. Exercice sans permis. Si quelqu'un exerce sans permis, dénonce-le à l'organisme de réglementation. Demandez un avis juridique si vous ne savez pas à qui vous adresser. Par exemple, si un géomètre ou un architecte propose des services de génie, vous devrez peut-être le dénoncer à l'organisme de réglementation de génie et à son propre organisme de réglementation. N'utilisez pas les médias ou les réseaux sociaux comme substitut aux dénonciations officielles. Veillez à ce que les déclarations publiques respectent les normes professionnelles et évitent les risques de diffamation. Les médias sociaux n'offrent pas les mêmes protections que les dénonciations officielles. Souvent, la législation ou la politique précise ce qui doit être inclus dans la dénonciation. Les dénonciations doivent généralement comprendre ce qui suit. Un résumé clair,
chronologique et concis des événements ou des faits qui ont conduit à la préoccupation concernant le risque public. Si une dénonciation a été adressée à une autre autorité compétente, il convient d'en indiquer les détails. Le nom et les coordonnées des personnes qui peuvent fournir des renseignements complémentaires sur la préoccupation. Une copie de toutes les preuves documentaires pertinentes à l'appui de l'allégation. Pour être le plus efficace possible, il faut dénoncer la situation dès que l'on a connaissance d'une conduite ou d'un comportement contraire à l'éthique, illégal ou présentant un risque pour le public. De cette façon, les organismes de réglementation et les autres autorités peuvent traiter rapidement les risques pour le public. Les retards peuvent compliquer les enquêtes et accroître les risques. Des liens expliquant où et comment s'adresser à chaque organisme de réglementation sont inclus dans la diapositive de ressources à la fin du module, ainsi que d'autres ressources. Une fois la dénonciation soumise, l'organisme de réglementation décidera des étapes suivantes, qui comprennent généralement une enquête sur la conduite présumée. La nature de l'enquête et les mesures qui en découlent dépendent des spécificités de l'affaire. Voici quelques résultats possibles, liste non exhaustive. Procédure disciplinaire. Si l'organisme de réglementation estime qu'il existe des motifs raisonnables de faute professionnelle, des mesures disciplinaires peuvent être prises. Examen médical indépendant. En cas de doute sur la capacité d'un membre inscrit à exercer, celui-ci peut être soumis à un examen médical. Mesures d'exécution. Si l'organisme de réglementation s'avère qu'une personne ou une entité exerce sans permis, des mesures d'exécution peuvent être prises. Si l'organisme de réglementation détermine que la conduite ne présente pas de risque pour le public ou qu'elle ne relève pas de sa compétence, aucune autre mesure ne sera prise. Dans ce cas, il peut renvoyer l'affaire à l'autorité compétente. Lorsque des dénonciations sont adressées à d'autres organismes, comme les forces de l'ordre, les ministères ou les organismes environnementaux, les résultats dépendent de la compétence et des pouvoirs de ces organismes. La dénonciation à l'organisme de réglementation est un devoir professionnel et éthique pour tous les membres inscrits. Les dénonciations doivent être faites de bonne foi et ne pas être utilisées pour nuire à d'autres personnes en raison de conflits personnels ou professionnels. Bien que certains puissent hésiter à faire part de leurs préoccupations en raison de la camaraderie ou de la loyauté envers leurs collègues, le fait de ne pas dénoncer quelqu'un lorsque les circonstances l'exigent peut constituer une faute déontologique et, dans certains cas, une infraction à la loi. Conséquences de la non-dénonciation. Faute déontologique et infraction à la loi. Le fait de ne pas se conformer au devoir de dénonciation obligatoire peut être considéré comme une faute déontologique et, selon la province, le territoire ou le pays, peut également constituer une infraction à la loi. Faute professionnelle. Le fait de ne pas dénoncer une faute professionnelle peut entraîner des mesures disciplinaires à l'encontre du membre inscrit. Conséquences juridiques. Dans certains cas, les personnes qui font l'objet d'une fausse dénonciation peuvent poursuivre le membre inscrit pour ne pas avoir dénoncé la situation. La dénonciation doit être fondée sur une conviction raisonnable de risque pour le public et non sur des vendettas personnelles. Même si le risque exact est incertain, si une personne raisonnable pense qu'il existe un risque, il convient de faire une dénonciation. Les conséquences d'une fausse dénonciation peuvent inclure des mesures disciplinaires et des conséquences juridiques. Si vous subissez des représailles après avoir fait votre dénonciation, par exemple de la part de l'employeur, vous devez les signaler au même organisme de réglementation, ministère ou organisme auquel vous avez adressé la dénonciation. Si un membre inscrit exerce des représailles, il peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire pour faute professionnelle, car les représailles vont à l'encontre du devoir éthique d'agir avec intégrité et honneur.
Protection des dénonciateurs. Certaines lois provinciales peuvent protéger les employés qui dénoncent des conduites dangereuses ou illégales. Ces protections empêchent les personnes dénoncées de nuire aux dénonciateurs si la dénonciation est faite de bonne foi. Les représailles peuvent entraîner des amendes et d'autres sanctions. Bien qu'elles n'empêchent pas les représailles, l'assurance pour les dénonciateurs peut fournir un soutien financier pour les frais juridiques, la perte d'emploi et les dépenses liées à la recherche de nouvel emploi. Par exemple, Ingénieurs Canada offre une assurance de protection des dénonciateurs dans le cadre de son assurance responsabilité professionnelle secondaire. Cette assurance est automatique pour les ingénieurs et les géoscientifiques au Canada atlantique et couvre un large éventail de personnes. Vous pouvez être couvert par d'autres moyens. Par exemple, le Bureau de la concurrence Canada offre une protection aux personnes qui dénoncent des cas de trucage des offres et de fixation des prix. Et la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, LPFDAR, protège les fonctionnaires. Dans l'ensemble, ces protections sont conçues pour appuyer et protéger les dénonciateurs qui agissent de bonne foi. Regardons cette courte vidéo sur l'assurance protection des dénonciateurs. La procédure de plainte commence lorsqu'une allégation écrite est reçue à l'encontre d'un membre inscrit. Un comité des plaintes enquête et examine la question. À la suite de la décision de ce dernier, vous pouvez demander une réexamination de la décision. Ce réexamen se limite à déterminer si la procédure appropriée a été suivie pour parvenir à la décision. Il peut vous être demandé de participer à l'enquête ou d'agir en tant que témoin si l'organisme de réglementation décide qu'une procédure de discipline est nécessaire. Si une procédure de discipline est lancée, le membre inscrit qui a fait l'objet d'une dénonciation a droit à une audience complète et équitable. La procédure comprend la divulgation complète des renseignements et des preuves utilisées contre lui, ce qui lui permet de répondre aux allégations. De même, si une personne est poursuivie pour exercice sans permis, elle a le droit d'accéder aux documents et aux renseignements pertinents conformément aux règles du tribunal dans la province ou le territoire de compétence. Cette diapositive vous fournit des liens vers des ressources importantes mentionnées tout au long de cette présentation. N'oubliez pas que les dénonciations réglementaires constituent une responsabilité professionnelle et éthique essentielle destinée à protéger le public. Bien que nous ayons abordé les lignes directrices générales et les pratiques optimales, il est essentiel de rester informé des exigences propres à votre région. Votre rôle dans l'établissement de ces dénonciations est essentiel pour aider les organismes de réglementation à préserver la sécurité et la confiance du public. Nous vous remercions de votre engagement à maintenir l'intégrité de la profession.